Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Oui, alors un exercice de synthèse. Moi j'ai l'impression finalement d'avoir fait un peu le tour du monde et puis qu'on nous demande ça s'est bien passé à la fin de l'exercice, juste avant d'éteindre la lumière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, finalement, deux phases ce soir, et bravo pour toutes les interventions, bravo pour ces interventions, j'allais dire, de partenaires qu'on a eues dans la première partie, et merci pour toutes vos interventions d'illustration de ce beau voyage que vous nous avez fait conduire cet après-midi, cette soirée, comme une première, en fait, d'une longue série de réflexions qui vont aboutir à faire mûrir encore les professions libérales et leur donner plus de force. Moi, j'ai remarqué quand même que dans les interventions, d'abord, évidemment, celle de notre président, mais on y reviendra au fur et à mesure de la discussion et qui a évoqué de nombreuses choses qu'on essaie ensuite développer. Il a parlé notamment du dessein de la profession libérale, de la passion, de la vocation. Ultérieurement, on a parlé de la mission. Il y a un lien entre les deux qui est évident, c'est-à-dire que on ne part pas en profession libérale parce qu'on ne sait pas quoi faire. On n'est pas profession libérale par défaut. On n'est pas profession libérale parce qu'on n'est pas commerçant, qu'on n'est pas artisan ou qu'on n'est pas agriculteur. On est profession libérale parce qu'on est indépendant. C'était l'essentiel, j'allais dire, de ce que j'ai retenu de cette notion, en tout cas celle centrale de la profession libérale. Nous sommes rassurés par le ministre qui est intervenu par vidéo, Antoine Armand. On ne s'est pas tout à fait fait à son nom encore, mais enfin ça vient, ça vient. En tout cas, excellente perspective de pouvoir frapper à son bureau et d'être accueilli immédiatement. On vous en rendra compte. Mais en tout cas, on a entendu parler de nos sujets, vraiment de nos sujets, de dimensions singulières de la profession libérale, de l'ordonnance de 2023, de la financiarisation. On en parlait à plusieurs reprises, évidemment, au cours de ce débat, de ce colloque, mais également de simplification, d'intelligence artificielle, avec ses promesses et des maisons de profession libérales. Thomas Courbe représentait la DGE, la Direction générale des entreprises de Bercy. Et je voudrais déjà que nous nous satisfassions d'une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en lien avec la Direction générale des entreprises et la Direction générale des entreprises parle avec nous. Nous avons connu, il n'y a pas si longtemps, le moment où on allait à Bercy, qu'on parlait de profession libérale et qu'on avait des yeux écarquillés en face de nous, on ne savait pas ce qu'était une profession libérale. Et si on parlait de sociétés qui n'étaient pas, ou d'entreprises libérales qui n'étaient pas à l'impôt sur les sociétés, ou qui ne réalisaient pas 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on ne savait pas de quoi on parlait. Aujourd'hui, c'est le cas. Les statistiques ont été effectivement ce soir rappelées par notre président Christophe Sens, qui nous a permis de se rappeler effectivement l'ampleur de ce que représente le monde des professions libérales en France. Un chiffre n'a pas été dit, c'est les 220 milliards de chiffre d'affaires que nous représentons. Les 220 milliards de chiffre d'affaires, vraisemblablement 120 milliards qui sont soumis à la TVA, soit 24 milliards de TVA. On parle de quelque chose en face de la Direction générale des entreprises, et c'est de bon ton, parce qu'on correspond à une forte intégration au cœur de nos villes, de nos campagnes, ce qui permet aussi un relais quotidien avec 5 millions de nos concitoyens. Donc nos entreprises sont importantes, nos entreprises sont fondamentales et constituent un groupe d'indépendants pour échanger avec les pouvoirs publics et constituer, comme vous le disiez tout à l'heure, un groupe d'appartenance, un sentiment d'appartenance dont, je crois, on a entendu parler finalement toute la soirée dans vos échanges au travers justement des missions, de l'indépendance et de ce fameux lien de subordination qui pouvait coexister sur un plan de l'organisation des entreprises en parallèle avec l'organisation, avec le lien de dépendance qui ne doit pas exister au niveau, j'allais dire, opérationnel, fonctionnel ou de notre exercice professionnel. Alors, le président Sens a rappelé que les définitions de la profession libérale invoquaient de manière essentielle l'indépendance. La loi Warsmann, Mursef 2012, personne exerçant à titre habituel
professions libérales, de manière indépendante et sous leur responsabilité. L'ordonnance du 8 février, nous étions au Bercy Lab, nous étions invités, on a passé un bon moment avec les vice-présidents, vice-président Sens, vice-président Blanchecotte, dans nos petits berceaux, à échanger sur les notions en question. Et honnêtement, c'était la première fois qu'on parlait de cette manière-là avec nos homologues à Bercy, et qu'on nous a soumis et qu'on a fait un vrai travail participatif, effectivement collaboratif. Dans l'ordonnance de 2023, l'ordonnance commence finalement par un certain nombre de définitions. On définit les professions libérales réglementées, pour le coup. On définit les familles de professions libérales. On définit ce qu'est un professionnel exerçant, un associé professionnel exerçant en particulier. Mais on n'y définit pas l'indépendance. L'indépendance, comme le disait tout à l'heure l'un des intervenants, je crois que c'est François, avait été proposée, effectivement, une définition avait été proposée par les services, qui a été rapidement oubliée ensuite, parce que même si elle avait beaucoup de bon sens, elle ne permettait pas d'être totalement satisfaisante. Mais au lieu de chercher, vu les échanges, une notion d'indépendance, une définition de l'indépendance, on a abandonné la notion d'indépendance dans le texte. Aujourd'hui, moi, j'ai relu le rapport sur la financiarisation de l'offre de soins, une OPA sur la santé. C'est un rapport du Sénat sur les professions de santé, de la financiarisation. Il est proposé dedans l'indépendance professionnelle constitue un principe déontologique applicable à l'ensemble des professionnels de santé dotés d'un ordre. Elle doit conduire ces derniers à déterminer en conscience leurs actes professionnels dans le seul intérêt du patient. La définition n'est pas parfaite, c'est d'ailleurs pas une définition, c'est un ensemble de mots et on doit travailler effectivement à mieux cerner cette question d'indépendance. Donc les concepts, les mots sont les mêmes. Le PL n'est pas PL par défaut, je le disais effectivement tout à l'heure. C'est bien, en revanche, l'indépendance, le fondement majeur de l'identité des professions libérales. L'indépendance pourrait être définie finalement par un triptyque, hein, c'est ce qu'on entend un peu ce soir. C'est les qualifications professionnelles, mais les qualifications professionnelles, c'est la formation initiale, formation ultérieure, continue, les compétences, le savoir-faire, l'expérience. C'est aussi l'éthique, on n'en a pas beaucoup parlé finalement aujourd'hui, on en a parlé par d'autres mots, on a parlé de conscience, on a parlé, mais un peu de l'intérêt du patient et du client. Je pense que c'est fondamental. Le libre arbitre, on en a parlé à plusieurs reprises, effectivement, et c'est essentiel. L'absence de conflit d'intérêts, on n'en a pas parlé directement, mais ça rentre dans ces aspects de l'éthique. La déontologie, les règles et devoirs professionnels, la discipline. Et bien sûr, la conséquence de tout ça, l'épiphénomène, c'est effectivement la responsabilité individuelle du professionnel. Ainsi, et un hommage à notre président Sens, c'est avec sa science, sa conscience et son indépendance que le professionnel engage son exercice professionnel et sa responsabilité. Science, conscience et indépendance, c'est une bonne réflexion puisque c'est la devise des experts comptables. Nous comprenons aussi par ces échanges que cette indépendance ne peut s'accommoder de la notion de lien de subordination dans le volet technique de l'exercice professionnel du PL, alors même que la subordination purement matérielle, qui a été évoquée également ce soir, reste bien sûr une règle de fonctionnement et de management des organisations. Cher Franck Morel, je suis obligé de résumer beaucoup ce que vous avez dit. Je le regrette infiniment, mais nous aurons l'occasion de développer davantage ces notions et ce concept. J'allais dire, j'aurais voulu parler de l'avocat en entreprise, pas que je sois avocat, mais parce qu'il est le symbole même de la question de l'indépendance ou pas de l'indépendance. En effet, est-ce qu'un avocat, comme dans beaucoup de pays, peut être suffisamment indépendant, c'est-à-dire répondre aux différents critères d'éthique, qualification, etc., pour être salarié d'une entreprise et donc en lien de subordination matérielle dans son entreprise? Actuellement, ce n'est pas possible en France. Donc on a des directeurs juridiques qui sont avocats, souvent avocats omis, c'est-à-dire qu'ils peuvent être avocats, ils arrêtent d'être avocats, ils sont dans l'entreprise, ils veulent redevenir avocats, ils sont à nouveau réinscrits. Mais on ne peut pas être avocat dans l'entreprise à ce jour.
La question, c'est quoi? Il y a une partie, moi je ne dis pas qui a tort, qui a raison, je l'ai dit par ailleurs, mais c'est d'un côté, on dit il n'a pas assez d'indépendance pour pouvoir être avocat en entreprise, de l'autre côté, on lui dit il est indépendant, c'est la base même de la profession libérale et du métier d'avocat. Donc à l'heure de la financiarisation de certains secteurs des PL, la notion d'indépendance est donc un marqueur essentiel. Je crois qu'on l'a dit beaucoup, on a parlé du rapport du Sénat, on a évoqué ces points-là comme étant essentiels et je pense qu'on y reviendra dans les différents opus de notre colloque. On voit donc dans les propos de ce premier colloque l'importance non pas seulement philosophique mais identitaire de l'indépendance, comme règle centrale définissant la profession libérale et l'affaiblissement de la notion de lien de subordination, pardon Franck Morel, dans le cadre de l'exercice technique de la profession libérale. Alors, autre point aussi qui a été très rapidement évoqué plutôt par les interventions de la salle d'ailleurs, c'est que il faut faire aussi, il y a un distinguo à faire entre les PLR, les professions libérales réglementées, qui sont structurées, organisées, référencées, et finalement assez bien identifiées par le public. Mais le sujet est aussi, et avant tout peut-être, celui des professions libérales non réglementées, certaines déjà reconnues au sein d'une APL, d'autres qui, avec l'émergence de nouveaux métiers, on en a parlé, ça a été soulevé à différentes reprises, sur la pertinence des nouveaux métiers frapperont à notre porte. J'avais une statistique, je ne sais pas si elle est juste, mais je pense qu'elle l'est, qui disait que 70% des métiers en 2035 n'existaient pas en 2015-2020. Voilà. Ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que chaque jour, on a des besoins, chaque jour, ils vont être remplis, soit par les entreprises, soit effectivement par nos entreprises libérales. Il faut pouvoir accueillir, il faut donc pouvoir répondre à un certain nombre de critères, ceux des professions libérales. Il faut pouvoir accueillir, effectivement, ces professions libérales non réglementées en notre sein. Christophe, qui était vice-président pour les professions de technique et cadre de vie, aujourd'hui, c'est notre ami Laurent Boulanja, qui est ce vice-président, effectivement, c'est la famille qui accueille les professions libérales non réglementées. Il y a là-dessus un travail de fond à faire, parce qu'il y a des professions qui doivent exister. Et si on reprend l'exemple de tout à l'heure, c'est pas un exemple, d'ailleurs c'est une chose de la société, il y a des commerçants, des artisans, des agriculteurs, des professions libérales. Et si on est en train de dire qu'il y a des professions nouvelles qui ne sont pas des professions libérales, même pas des professions libérales, à cette fois non réglementées, il y a une autre catégorie qui existe de professions qui ne sont pas non plus des professions libérales, et cette catégorie fourre-tout-là doit être mise effectivement à part parce qu'elle ne répondrait pas aux critères de la profession libérale et de ses exigences. Alors, c'est un peu rapide, mais je vais terminer effectivement cette allocution. Si la notion d'indépendance des professions libérales semble aujourd'hui majeure pour qualifier les professions libérales, comme nous l'ont démontré nos intervenants, que je remercie à nouveau, il reste difficile de la définir par une phrase. Bercy Lab, j'en ai parlé, avait renoncé à définir l'indépendance. Sa phrase, c'était la capacité à prendre des décisions libres de toute influence extérieure. On voit l'idée, effectivement, mais cette proposition jette aussi un certain trouble. La notion d'indépendance a de l'avenir et son corollaire est la responsabilité qu'elle implique. Formé, sensible à son éthique, exigeant voire performant pour son client ou son patient, le professionnel libéral est nécessairement responsable et son indépendance doit être sanctuarisée. La notion de lien de subordination doit quant à elle rester dans son champ lexical, celui de l'organisation matérielle du travail salarié. L'indépendance des professions libérales, c'est le gage de confiance du client ou du patient des professions libérales. Elle doit se traduire au sein de notre société par le renforcement du sentiment d'appartenance à l'univers des professions libérales et la volonté de l'exerçant d'en respecter les contours et les exigences. Je vous remercie et je vais boire un peu d'eau.